Bonsoir à tous. Nous accueillons pour une table ronde ce soir avec comme thème éducation, formation, apprentissage et insertion des jeunes. La beauté et le bien-être se portent bien. Quels sont les atouts de ces métiers qui ne se délocalisent pas et qui se transforment très rapidement? Donc je passe la parole en premier à monsieur Emmanuel Guichard, qui va se présenter, et par la suite il fera une petite présentation de la fédération qu'elle y préside. Bonjour, donc je suis Emmanuel Guichard, je suis délégué général de la FEBA. La FEBA, c'est le syndicat professionnel qui représente les entreprises de la cosmétique en France. La cosmétique, c'est un secteur très varié. C'est des produits que vous utilisez tous les jours, comme le dentifrice par exemple, les soins, les crèmes solaires, mais aussi le parfum. Donc on a un univers très large de produits de consommation courante jusqu'à des produits de haut de gamme. Donc quelques chiffres sur le secteur cosmétique en France. La filière cosmétique en France fait un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros par an, emploie 164 000 personnes. La France a une caractéristique, c'est qu'on est le leader mondial de la cosmétique. Et comment est-ce que ce leadership mondial se concrétise? Tout simplement par les exports, c'est-à-dire que la France exporte 60% de sa production de produits cosmétiques. C'est énorme, bien évidemment, et surtout, ça fait que en termes de balance commerciale, vous savez, on est toujours en débat sur la balance commerciale française, qu'est-ce qui rapporte de l'argent à l'État français? Eh bien, nous sommes le deuxième contributeur à la balance commerciale derrière l'aéronautique. Donc ce savoir-faire français, il est reconnu mondialement, la marque le fait en France, le Made in France est une vraie valeur ajoutée. Et nos entreprises sont multiples. Il y a des grands groupes, mais il y a aussi énormément de petites entreprises, car on a la chance d'avoir un tissu industriel complet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques qui se lancent, des jeunes marques, et elles sont en capacité de trouver en France les fabricants d'ingrédients, les fabricants d'emballage, les usines pour transformer, ce qui nous permet d'innover en permanence, d'avoir des nouvelles marques et de pouvoir continuer à la fois à proposer aux consommateurs en France et en Europe des produits, mais aussi à les exporter partout dans le monde. Et notre premier marché, c'est la Chine. Un rouge à lèvres sur 4 dans le monde et un rouge à lèvres sur 4 français est vendu à une chinoise. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Et donc on est très, très heureux, et je pense que ça va être le but de vous montrer cela aujourd'hui, de ce savoir-faire français qu'on exporte et qui permet à toutes et tous de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. C'est vraiment un écosystème, en fait, typiquement français, du début jusqu'à la fin. Exactement. Alors, tous les produits ne sont pas... donc la majorité des produits sont produits en France. Bien évidemment, quand vous allez utiliser du vétiver ou du bois de santal, il n'est pas produit en France, parce que simplement climatiquement, on n'est pas en capacité de le produire. Donc on a quand même du sourcing qui vient de l'étranger. Mais effectivement, partout en France, donc ce qui est en Bretagne, on va produire des algues, en Provence, on va produire de la lavande. Et partout en France, on a de la production, de la transformation et donc des emplois qui sont locaux, hein, majoritairement dans les territoires, pour produire cette gamme très large de produits cosmétiques. Très bien, merci beaucoup. Alors, je passe la parole à monsieur Hervé Chrétien, qui va nous faire, qui est en fait directeur des relations professionnelles chez L'Oréal, et qui va faire une présentation en fait essentiellement de métier de la coiffure. Oui, je ne vais pas vous parler de L'Oréal, hein, je vais vous parler du secteur de la coiffure, donc des salons de coiffure, et vous présenter dans un premier temps le panorama de ce secteur. Donc c'est un secteur important, puisque c'est le deuxième secteur de l'artisanat. Il y a 85 000 établissements en France, souvent des TPE d'ailleurs. Il y a des grands groupes qui existent, hein, je ne vais pas vous citer les noms, mais il y a des grands groupes de coiffure qui existent. 180 000 actifs, donc c'est beaucoup. C'est un secteur qui emploie beaucoup d'alternants, des apprentis entre autres. Donc il y a un petit peu plus de 19 000 alternants, c'est important pour la formation. Le secteur est en tension, il manque à peu près 10 000 personnes, 10 000 actifs dans le secteur de la coiffure. Et le chiffre d'affaires des salons de coiffure en France est 6 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup. Ce que l'on constate, c'est que dans l'enseignement professionnel de la coiffure, il y a eu des évolutions, bien entendu. Les attentes qui auparavant étaient, on va dire, uniquement manuelles,
hein, le geste, la coupe, la couleur, ça s'est étendu vers des compétences managériales, de gestion, de communication, et bien entendu maintenant le digital qui devient un élément essentiel dans notre société en général. Et j'oublierai aussi les compétences linguistiques, hein, parce qu'un coiffeur peut s'exporter à l'étranger. Il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui s'exportent réussissent très bien. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut transmettre aux enseignants dans les lycées professionnels, entre autres. C'est le développement des compétences linguistiques, c'est essentiel. Très bien, merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Sabine Carotti, qui est inspectrice générale en éducation nationale, sciences et vie de la terre, technologie, qui va nous faire un petit point sur les formations à l'éducation nationale concernant les métiers du bien-être. Oui, alors donc après cette présentation du développement à la fois du marché des cosmétiques, mais aussi des métiers de la coiffure, moi je voudrais revenir sur la filière soins personnels ou beauté bien-être, et bien sûr une filière qui est assez caractéristique par rapport au diplôme de l'éducation nationale qu'elle propose, puisqu'on va du CAP au BTS, mais quand même vous signalez que ces deux filières aujourd'hui, elles sont complètement symétriques. Donc on a des CAP métiers de la coiffure, des CAP métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, des baccalauréats professionnels et des BTS, mais ces deux filières n'ont pas eu tout à fait le même développement, et je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir peut-être tout à l'heure avec Hervé. La filière coiffure a été longuement, j'allais dire limitée, c'est peut-être pas un très joli mot, mais donc au CAP, au BP, donc à un niveau 4 qui est indispensable pour donc ouvrir un salon de coiffure, et puis à des mentions complémentaires. Aujourd'hui, nous en avons une seule. Alors que la filière esthétique avait déjà un développement bien plus large, avec deux j'allais dire parcours proposés aux élèves, à la fois CAP, BP, mais aussi des élèves qui entraient en baccalauréat professionnel et qui se destinaient vers le BTS, et notamment avec un BTS qui a été rénové en 2012 et qui est en cours de rénovation pour justement répondre à tout ce qu'on vient d'entendre sur les produits cosmétiques, des BTS qui sont à la fois soit ciblés sur le management, soit ciblés sur la formation marque, donc pour les entreprises qui se distribuent des produits cosmétiques ou même des techniques de soins. On reviendra peut-être sur le développement des spas. Et puis, on a un BTS option cosmétologie qui est très, j'allais dire, en termes de dimension sur le territoire, on a peu de formation, mais qui ouvre des poursuites d'études importantes vers les licences professionnelles, éventuellement aussi vers des bachelors. Bon. Donc, la filière coiffure s'est développée avec un BTS créé en 2016 et un baccalauréat professionnel créé en 2019. Les effectifs sont assez importants, hein. Je vais donner quelques grandes valeurs parce que je crois que vous les retrouverez, ces documents qu'on a préparés sur le site, hein, Melchior. Dans la filière coiffure, comme en filière esthétique cosmétique, les CAP représentent environ 10 000 élèves. En coiffure, le BP reste très important en termes de flux, hein. On a 4 500 élèves. C'est moins le cas en filière esthétique, hein, puisque le BP représente 1000 élèves, puisque pour pouvoir ouvrir un salon ou un institut, on est là sur un niveau exigé de CAP. Et puis, on a un baccalauréat professionnel qui draine 3000 élèves. Et les BTS, on est sur j'allais dire des effectifs un peu plus restreints, mais quand même pour l'option management, on est à 1500 candidats chaque année. Donc un secteur qui attire et qui essaye aussi de répondre, mais on y reviendra tout à l'heure, à la dynamique de cette filière, parce que c'est vraiment un point que nous avons pu constater dans le cadre de nos travaux de réingénierie des diplômes. On a vraiment un travail partenarial avec les entreprises, avec les branches professionnelles, qui nous permet d'être réactifs en termes de formation par rapport à cette dynamique de la filière qui va être prise, je pense, tout à l'heure dans nos échanges.
Merci beaucoup. Effectivement, tous les chiffres, il y avait des présentations qui étaient prévues pour cette table ronde. Vous trouverez ça sur le site Melchior. Donc, Madame Zimofen, qui a gentiment accepté d'être parmi nous aujourd'hui, pour une présentation de l'ISIPCA, la fabrique. Exactement. Donc, merci pour votre invitation. Donc, je suis la directrice de la filière Les Écoles des métiers du luxe, constituée de 2 très belles écoles, la fabrique et ISIPCA. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est ISIPCA, l'Institut supérieur international en parfums, cosmétiques et arômes alimentaires. Donc, on est une école de la Chambre de commerce. Donc, on professionnalise en fait dans le secteur du parfum, des produits de la beauté et des arômes alimentaires. C'est une école qui a été créée il y a 50 ans par Jean-Jacques Garlin en 1970. Et sa spécificité, son expertise, c'est de former à l'olfaction. C'est-à-dire la capacité en fait de mémoriser des matières premières, des odeurs en fait, des matières premières, et ensuite de créer de nouveaux accords olfactifs à partir de ces matières premières. Donc l'olfaction aujourd'hui est une actualité importante avec la Covid. Donc on va former nos étudiants à l'olfaction, à l'analyse sensorielle, à la formulation et à tout le contrôle qualité, parce que quand on est formé en fait sur ces différents domaines, on est formé dans un laboratoire de chimie, et la particularité de notre école, c'est d'avoir un environnement professionnel identique à celui de l'entreprise, puisque la plupart de nos formations sont délivrées en alternance, donc une partie à l'école et une partie en entreprise. Nous formons nous formons des petits effectifs. Donc on est 520 étudiants à ISIPCA avec des classes de 20 étudiants. Donc, parce qu'un laboratoire ne peut pas contenir plus de 20 personnes. Donc on forme vraiment des petits effectifs. On forme un public français, bien sûr, en apprentissage, mais international. Donc on a 27% d'étudiants internationaux qui viennent de partout à travers le monde, les États-Unis, la Corée, Taïwan, l'Italie, l'Espagne. Donc on parle en français et en anglais à ISIPCA. Et le corps professoral le plus important, c'est l'entreprise, puisque l'entreprise va être à la fois maître d'apprentissage et tous nos intervenants sont des intervenants extérieurs, des experts en fait qui vont venir partager leur passion et former des jeunes professionnels pour rejoindre ce secteur d'activité passionnant. Très bien, merci beaucoup. Alors, avons-nous des questions ? Oui, une première question sur, alors ça émane peut-être plutôt des professeurs d'économie, sur la pénurie de main-d'œuvre. En fait, vous énoncez, et l'un et l'autre, un nombre assez important de pénuries d'actifs. Est-ce que vous pouvez nous présenter les raisons ? Est-ce qu'il y a un problème de compétences, de formation, d'attractivité des métiers ? Bon, les raisons sont multiples. C'est l'attractivité, généralement, d'un secteur. Si je parle de la coiffure et qu'il manque 10 000 personnes dans ce secteur, c'est que peut-être à un moment donné, ces métiers avaient une mauvaise presse. Voilà, c'est des métiers qui étaient souvent caricaturés. Vous pouvez vous remémorer certaines scènes de films, de coiffeuses, de coiffeurs. Voilà, donc il y a ce phénomène-là. Donc avec la Fédération de la coiffure, bien entendu, on a travaillé des campagnes de valorisation du métier auprès des jeunes. On a beaucoup travaillé avec le magazine L'Étudiant, par exemple, avec des témoignages de coiffeurs qui ont réussi, mais pas forcément dans les grosses entreprises. Ils ont monté des petites affaires, mais ils sont très heureux dans ce qu'ils font. Une deuxième raison, ce sont les rémunérations. Qui reste relativement faible dans ce métier. Donc, pas plus tard qu'aujourd'hui, moi j'en parlais avec le président de l'UNEC, donc la Fédération de la coiffure, et ils sont d'accord avec ça. Donc c'est un problème de consommation, de marge, de perception aussi des consommateurs sur la valeur du service qu'ils reçoivent en salon de coiffure. C'est toujours compliqué, d'ailleurs, quel que soit le domaine, d'augmenter le prix. Alors, on peut l'augmenter, mais il faut le justifier. Voilà, donc la problématique est là, essentiellement. Et après, bon, je vais passer sur les conséquences des différents confinements.
où certains salariés de ce secteur ont disparu dans la nature. Alors les raisons, elles sont multiples, hein, et ça, je pense qu'on fera l'analyse dans quelques mois. Savoir où ils sont partis, dans quel métier. Ce sont des métiers passionnants, ce sont des métiers fatigants aussi. Hein. On est debout toute la journée. Voilà, et ceux qui réussissent sont passionnés. Maintenant, sur la fatigue, il y a des développements d'instruments, de bacs qui sont adaptés aussi à différentes positions. Voilà, ce sont des choses qui sont prises en compte dans tout le développement RSE de la profession. Emmanuel, pour ajouter pour le métier de l'esthétique, est-ce qu'il y a eu alors, sur la pénurie, dans nos métiers, on a effectivement, en fait, on n'a pas de, donc sur la coiffure, en fait, donc sur tous les métiers qui utilisent en fait nos produits, effectivement, on a eu une période de pénurie. Sur nos métiers à nous, donc les métiers qui sont dans la production de produits cosmétiques, on n'a pas à proprement parler de pénurie pour nous de main-d'œuvre. Par contre, c'est sûr qu'on est de la même façon dans un contre-coup. C'est-à-dire qu'on a eu des fermetures à des moments. Et là, comme le disait Hervé, on a perdu des salariés qui, effectivement, ont été probablement recrutés par d'autres secteurs qui, eux, sont restés ouverts, ou typiquement l'alimentaire, où on a eu des hausses de consommation très fortes. Ça fait on a eu des transferts entre vous n'avez plus mangé au restaurant, donc vous mangez chez vous. Eh bien, ça vous paraît assez évident, mais en fait, il a fallu modifier toutes les chaînes logistiques pour permettre ce changement-là. Et ces modifications logistiques ont amené des créations d'emplois. Et effectivement, les personnes qui n'étaient plus employées ont trouvé des... Voilà, et donc c'est toute la dynamique, justement, et tout l'impact qu'on verra dans les années qui viennent de la fermeture de certains secteurs, qui, notamment pour l'esthétique, a été assez violent, puisque, effectivement, plus de 6 mois l'an dernier, ils ont été fermés. Ça n'enlève rien au fait qu'à moyen terme, on a des besoins très forts sur ces métiers-là, mais c'est sûr qu'à très court terme, on est dans une phase, effectivement, on voit quelques conséquences, mais on n'imagine pas encore les conséquences à long terme. Ça n'enlève pas le fait que ce sont des métiers qui vont recruter, c'est des métiers qui ont des besoins nouveaux qui apparaissent, et qui vont avoir donc d'où la formation essentielle pour ces métiers. D'ailleurs, ils ont été très pénalisés parce que en coiffure, ils ont pu avoir l'autorisation lors du second confinement, mais pas au niveau de l'esthétique. Hein. C'était toujours fermé pour... Exactement, les parfumeries. Alors, les parfumeries sélectives, elles sont accélérées. Donc, on parlait du digital, par exemple. Elles se sont toutes mises à faire du click and collect. Click and collect. Voilà, donc très rapidement, il y a une forme de clientèle fidèle qui est restée, mais quand même, elles ont forcément eu des pertes de chiffre d'affaires assez importantes, parce que quand vous êtes fermé pendant 6 mois, vous avez beau avoir des clients fidèles qui viennent un peu acheter en click and collect, ça ne remplace pas le flux que vous aviez avant. On a eu les grands centres commerciaux, donc c'est aussi important pour la coiffure et l'esthétique, qui a été complètement fermés, et en plus les gens, c'est assez naturel, avaient une appréhension à aller dans ces lieux. Voilà. Donc ce qui fait qu'en plus, on a une espèce de nouvelle géographie qui arrive. Finalement, les zones rurales, les zones à faible densité ont été moins impactées que les hypercentres, qui ont été très impactés. Ce qui est l'inverse de ce sur quoi on avait plutôt l'habitude en termes de logique économique, de pouvoir d'achat. Donc on a une forme de redistribution des cartes. D'accord, merci beaucoup. Oui, une autre question. Alors, on a beaucoup parlé cet après-midi des différentes transitions digitales, sociales, économiques. Quels sont les enjeux importants dans vos activités? On a un peu parlé de chimie verte, par exemple, de développement durable. Comment vous voyez s'appliquer ces notions aux différents métiers? Oui, moi je peux peut-être vous prendre un exemple assez simple, qui est l'exemple des emballages. Voilà, donc pour vendre des produits, il faut qu'ils soient emballés. Même des produits en vrac sont emballés, en fait. Et donc notre secteur, le secteur de la cosmétique, a dévoilé il y a quelques mois ce qu'on appelle le Plastic Act. Il y a un plan d'action pour des emballages cosmétiques durables, qui est un plan structurant avec beaucoup d'actions concrètes. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en a, a beaucoup. Et d'où ça vient? Ça vient de 2 raisons. La première raison, c'est des attentes très fortes du consommateur. Donc, cette crise est un accélérateur de tendance, on le dit tout le temps, mais vous n'imaginez pas à quel point
quand vous avez donc plus de 60 millions de consommateurs et de consommatrices qui utilisent le produit plusieurs fois par jour, puisque j'espère que vous vous lavez les dents plusieurs fois par jour, eh bien, un petit changement de consommation devient très vite une modification du tissu industriel. Donc on a cette demande très forte, et après, on a la chance d'avoir de l'innovation en France, et on avait quelques entreprises qui avaient enclenché une transition de leurs emballages vers des emballages qui sont plus durables, des emballages plus recyclables, vers la disparition de certains types d'emballages. Mais c'était des réponses de quelques entreprises sur quelques produits. Et donc la filière dans son ensemble, qui est une filière qui se projette dans l'avenir et qui est leader mondial, a décidé de mettre en place un plan d'action pour mutualiser et permettre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, donc aux créateurs de petites entreprises qui créent une entreprise de cosmétiques vraiment dans son maison, dans son appartement en fait, de pouvoir bénéficier de toutes ces avancées. Et je vous dirais juste les 4 grands axes. Le premier axe, c'est juste de réduire les emballages plastiques, en fait, de réduire de 15%, avec une réduction de l'empreinte plastique du secteur, par exemple en créant de nouveaux emballages. Et par exemple, d'imaginer pour les échantillons, puisque vous savez, on parle beaucoup des échantillons, et on ne peut pas tester un produit cosmétique sans échantillon, parce qu'on est dans le domaine de la sensorialité. Vous voyez un flacon de parfum, ça ne vous dit pas si vous allez l'aimer ou pas. Et souvent, il faut le porter 1 ou 2 fois pour savoir s'il convient à votre peau, si c'est vraiment le produit que vous souhaitez, et vous n'en achetez pas tous les jours non plus. Donc on a besoin d'échantillons, et typiquement on va mettre en place des échantillons qui sont sous base papier ou fibre, qui résistent par exemple aux crèmes. Voilà. Donc ça, c'est des programmes d'innovation qui vont être mutualisés. Donc on a cet objectif réduction, on a des objectifs de réemploi, puisqu'on a des demandes très fortes en réemploi. Mais en fait, réemployer des emballages, c'est pas si simple. Imaginez une crème pour bébé. Voilà. Vous voulez réemployer votre emballage, il faut vraiment que vous soyez sûr de tous les aspects sécurité sanitaire de ce produit-là. Et donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des chaînes logistiques, il faut mettre des nouveaux modes de distribution, il faut probablement avec du e-commerce développer beaucoup de systèmes de recharge, puisque actuellement on est vers une cosmétique très individualisée. En fait, un foyer avec 4 personnes, vous avez 4 crèmes différentes. Donc bien évidemment, vous n'allez pas faire du réemploi dans chaque pharmacie sur chaque formule. Donc il y aura du réemploi pour certaines formules, et d'autres, il y aura du e-commerce, parce qu'il faut imaginer que le e-commerce va se développer de façon très très forte dans tous les pans de l'activité humaine. Et après, on a donc du recyclage et quelque chose d'un peu plus complexe comme notion, qui est de la réintégration de matières recyclées, puisque pour rentrer dans une économie circulaire, il faut que notre secteur nous-mêmes devienne un utilisateur de toutes ces ressources qu'on met en place. Donc vous imaginez bien que pour chacun de ces 4 axes, donc il y a 4 R, il y a des nouveaux métiers, il y a des transformations, et on se positionne sur un horizon 2025-2030. Donc il faut former des personnes, modifier des pratiques salariales. Vous imaginez, quand vous êtes un producteur d'emballage, il va falloir que vous changiez tout, en fait. Et c'est ce genre de défi face auquel fait face notre industrie. Comme toutes les industries, nous, un peu la spécificité, c'est comme l'écosystème est en France, on a la capacité de mettre en place la transformation dans le pays. Ça peut avoir l'ampleur comme dans le milieu de l'agroalimentaire, cette action pour le recyclage du plastique. Oui, alors il y a, ce qu'il faut voir en fait, c'est que j'aimerais vous dire que la cosmétique est un secteur colossal, mais en fait nous représentons 5% des produits et des emballages vendus et des produits vendus. Donc on est toujours dans ce rapport avec l'agroalimentaire d'essayer de faire des choses communes avec eux. Oui. Mais nous, on peut être aussi précurseurs et aller plus vite en fait, du fait de plein d'aspects économiques, peut-être on pourra venir dessus, mais qui sont la fidélité de nos consommateurs, notamment, qui nous permet de prendre des risques, d'innover sur de nouvelles choses. Et surtout, le secteur alimentaire dépend beaucoup vraiment du monde agricole, alors que nous avons majoritairement du sourcing agricole, mais ce sont souvent des producteurs de lavande, c'est des agriculteurs, mais ce n'est pas exactement des agriculteurs. Donc on est sur un écosystème qui est relativement différent. D'accord, très bien, merci. Par rapport à
à cette évolution au niveau de l'enseignement? Est-ce qu'on peut imaginer d'inclure des compétences au niveau du développement durable par rapport à certains métiers, la formation d'une mention complémentaire, par exemple, ou d'autres formations en apprentissage? Dans tous nos référentiels, donc cette dimension développement durable, elle figure déjà depuis un certain nombre d'années. On est vraiment dans des conditions générales d'exercice. On s'inscrit, on adopte une démarche respectueuse de l'environnement, mais selon les niveaux de formation, bien sûr qu'on va faire évoluer un certain nombre de compétences qui vont permettre, notamment, je pense à nos brevets de techniciens supérieurs, dès la formation, prendre en compte cette nouvelle dimension et avoir en tête l'évolution par rapport au packaging, par rapport aussi à la place peut-être de la chimie et des biotechnologies dans la conception des produits cosmétiques. On voit que là, tout à l'heure, on a parlé d'algues, mais on a de plus en plus de laboratoires qui utilisent les biotechnologies pour développer de nouveaux produits. Donc, on a déjà tout un travail qui est, j'allais dire, présent sur des compétences en lien avec la démarche donc, de développement durable. Tout à l'heure, on parlait de la RSE. C'est aussi un des piliers sur lesquels toute la dimension j'allais dire économie, gestion, travail. Maintenant, on est maintenant sur certaines formations en fonction des niveaux, sur des compétences très spécifiques qui vont permettre de prendre en compte l'évolution, donc à la fois de la conception des produits, à la fois de leur emballage, de façon à ce que les titulaires de nos diplômes puissent s'insérer plus facilement et s'inscrire dans une évolution des entreprises dont Emmanuel parlait. Et de toute façon, les étudiants aujourd'hui, si on n'est pas environnement durable et RSE au niveau de l'école, ils ne viendront pas dans l'école. Donc, ils sont extrêmement moteurs sur cela. Ils font bouger l'école, enfin l'établissement dans lequel ils travaillent, où ils vivent, où ils apprennent, pardon. Et donc, bien évidemment, les programmes évoluent en ce sens. Le fait d'avoir des laboratoires professionnels, on est vraiment sur de la chimie verte. On est en train de faire évoluer aussi les process dans nos laboratoires, de réfléchir à comment ne plus utiliser du plastique. Donc, à eux d'être créatifs et de proposer, et aux équipes pédagogiques de suivre. Donc c'est indispensable et c'est une révolution qui va très très vite en fait et qui est accélérée par la crise que nous vivons. Mais les jeunes sont intraitables sur ce sujet-là et ils sont acteurs au niveau des écoles. C'est une demande réelle des étudiants à la base, oui, de toute façon. Oui. Et c'est important de les rassurer là-dessus. Oui, tout à fait. Par rapport à la coiffure, moi j'ai eu l'occasion de visiter des salons de coiffure éco-responsables. Alors, je ne sais pas si je peux citer une marque, Biobella par exemple, qui faisait très attention au recyclage, aux emballages. Donc au niveau de la coiffure, il y a tout de même quelque chose qui est mis en place. Ça commence. C'est pas la préoccupation essentielle des coiffeurs. Leur préoccupation, c'était la rentabilité essentiellement. L'éco-responsabilité, ça coûte aussi. Donc il faut mettre en place un système qui permette à tout le monde de s'y retrouver. Alors nous, ça c'est une initiative L'Oréal, mais on est en train de créer, mais au niveau international, un label qui va s'appeler... C'est pas un label, c'est un projet qui s'appelle Coiffeur pour le futur. Qui va prendre en compte le recyclage du cheveu déjà, on récolte, on est en train de tester en France dans 300 salons. On ne savait pas combien de kilos de cheveux on pouvait récolter dans un salon par mois, par exemple. Bon là aujourd'hui on le sait, sur 300 salons, après on va élargir le panel, c'est un peu plus de 4 kilos, mais on travaille avec Veolia sur le recyclage des cheveux, du carton, des plastiques. Mais pour aller beaucoup plus loin dans cette démarche, il fallait avoir des chiffres pour savoir combien ça coûte, savoir combien le coiffeur, le chef d'entreprise va devoir investir
Est-ce qu'il va mettre une taxe verte dans la facture pour la consommatrice? Ça peut se faire. Il y a des pays qui le font. Je pense que les consommateurs, aujourd'hui, par exemple, dans l'électroménager, on paye tous une taxe verte sur les produits électroménagers. Donc pourquoi pas dans les services? Voilà, donc on évalue ce test et pour le diffuser sur le territoire et dans l'ensemble des pays dans le monde. Merci beaucoup. Juste une remarque pour illustrer aussi sur l'environnement durable et la réaction de nos jeunes. Nos étudiants font des projets de fin d'études et ils doivent réaliser un parfum, un produit de la beauté et arôme alimentaire. Cette année, ils ont fait une création uniquement avec des matières premières naturelles et tout le packaging recyclable. Ils ne pouvaient pas l'imaginer autrement. Donc, c'est des jeunes aussi qui sont entrepreneurs et toutes les entreprises qu'ils vont créer par la suite sont autour de ces thématiques aujourd'hui. C'est un réel engagement. Super. Oui, il y a également une chose qui est importante à signaler dans les salons, c'est l'eau. On utilise beaucoup d'eau et on a travaillé avec une start-up qui a développé une douchette particulière que l'on teste. On économise 60% d'eau, ce qui est énorme dans un salon de coiffure. On va tous dans les salons et vous pouvez constater la consommation d'eau qui est très très importante dans une journée. Et 60% d'économie, c'est énorme. Voilà. Nous, dans nos ateliers, on a déjà installé ces douchettes. Je ne sais pas si on parle de la même, pour la réduction en fait, de la consommation d'eau. Et les élèves, on voit bien qu'ils sont vraiment engagés par rapport au développement durable, faire attention à notre planète, ne pas gaspiller. Donc c'était vraiment une réussite. Voilà. Donc je tenais juste à... Oui, il faut entraîner tout le monde. Oui. Il y a une demande des consommateurs. Donc il y a une demande générale. Hein. Les collaborateurs des salons sont très contents de voir ces mises en place. Les fournisseurs, les chefs d'entreprise. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet sociétal. Économique. Que l'on doit prendre tous en charge. Merci beaucoup. Claire ? Une dernière question peut-être sur des exemples de digitalisation que vous avez pu mettre en œuvre, soit au niveau d'une école, peut-être dans la formation à distance par exemple, ou au niveau des différentes entreprises. Alors pour la formation à distance, donc aujourd'hui toute école se doit de proposer de la formation à distance. Donc il y a les Learning Management Systems, donc les plateformes pédagogiques en ligne. Donc bien sûr un confinement total oblige à passer en 100% distanciel. Donc même en formation en parfum, on arrive à passer en 100% distanciel. Bien sûr facilement pour les cours théoriques, mais aussi pour l'olfaction. Donc le premier confinement, on a demandé à chaque étudiant ce qu'ils avaient chez lui, parfum, savon, shampoing, pour trouver un dénominateur commun et pouvoir faire les cours d'olfaction. Et on a appris pour la rentrée suivante, on leur a donné une mallette de matières premières et maintenant tous les cours d'olfaction se font à distance. Nos intervenants sont partout en France, donc le distanciel les intéresse aussi pour éviter les déplacements. Et après, c'est sûr que les formations en laboratoire, elles ne peuvent se faire qu'en laboratoire. L'autre chose, c'est le succès des MOOC. On a fait un MOOC en parfum et en arômes alimentaires qui ont eu 10 000 inscrits pendant les périodes de confinement. Donc là, c'est un apprentissage théorique qui permet de sensibiliser et ensuite de donner goût à venir sur ce type de formation. Et puis, bien sûr, il y a le mix de formation présentielle et distancielle où on va choisir qu'est-ce qui est le plus pertinent de faire en distanciel et le plus pertinent en présentiel. Ça remet en exergue et ça redonne de la beauté au présentiel, en fait, tout ce distanciel. On apprécie le présentiel. Madame Carotti. Oui, peut-être en complément, je ne reviendrai pas sur ce qui a été cité, mais ce qui a été mis en place aussi dans nos formations, c'est la pédagogie inversée et en appui sur, j'allais dire, des tutoriels qui ont été mis à disposition par les marques. Hein. On sait que toutes les marques font de la formation, font de l'animation et de plus en plus avec des dispositifs qui se font sous forme d'e-learning. Et dans les partenariats que les établissements ont avec certaines marques, ces tutoriels ou ces pas à pas ont été mis à disposition des équipes pédagogiques, ce qui a permis aussi aux élèves, quel que soit leur niveau, en amont
se retrouver sur les plateaux techniques, d'appréhender certains gestes techniques ou de s'entraîner seul, donc avec des modèles qu'ils pouvaient trouver en proximité chez eux. Donc ne pas perdre cette technicité qu'on souhaite développer. Et puis je crois qu'aussi dans la digitalisation, on voit un certain nombre d'acquisitions donc de matériel dans nos établissements. Je parlais des plateaux techniques, mais on a aussi des salons de coiffure ou des instituts de beauté pédagogiques qui sont dans nos établissements et qui s'équipent d'un certain nombre de matériel pour faire de la prise de rendez-vous à distance, pour faire de la vente à distance. On a parlé tout à l'heure de ce e-commerce. Donc, pour déjà, dès la formation, permettre aux élèves de découvrir ce virage digital. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose de très important, c'est que nos élèves retrouvent une certaine continuité entre la formation qui est dispensée dans nos établissements et puis ce qu'ils vont rencontrer lors de périodes de formation en milieu professionnel ou lors de stages et qu'ils puissent aussi partager peut-être les expériences sur différents logiciels, avoir une analyse, une approche comparative, ce qui développe aussi un certain nombre de compétences si demain ils sont entrepreneurs et qu'ils doivent faire des choix. Hervé, vous voulez intervenir sur les formations à distance ? Non, pas uniquement la formation à distance, mais sur le digital en général. Oui. C'est ce que vient de dire Sabine, quoi. Ce que l'on trouve dans les salons, dans la vie réelle et dans les plateaux techniques des écoles. Il faut qu'on retrouve la même chose. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle se développe aussi. Il y a beaucoup d'outils connectés, des miroirs connectés. Une femme qui vient en salon de coiffure qui a ce type d'instrument, plutôt que de faire un essai de couleur, par exemple, si on veut changer de couleur, il y a des outils qui permettent de se visualiser avec des mèches ou une couleur très différente de sa couleur naturelle. Et l'élève doit apprendre à se servir de ces outils qui ne sont pas compliqués. Alors après, bien sûr, il y a tout ce qui est e-learning d'auto-formation, j'allais dire, c'est très important. Beaucoup de marques mettent à disposition des professionnels un certain nombre d'outils. Donc voilà, il faut les connaître, il faut y aller, il faut s'en servir. Et les professeurs, dans certains lycées, s'en servent, bien entendu. Merci. Peut-être juste un petit complément, puisqu'en entendant Hervé, je crois qu'il y a aussi tout ce qui est réalité virtuelle. Je sais que certaines marques ont développé des casques de réalité virtuelle, notamment pour faire appréhender par les professionnels du secteur le parcours beauté. Et ça, c'est vrai que nous n'avons pas nécessairement tout ce matériel dans nos établissements, mais les équipes pédagogiques emmènent leurs étudiants, leurs élèves sur des salons professionnels et ça leur permet aussi d'appréhender ce dispositif. Un autre point aussi, c'est toute la cosmétique digitale. Je crois que là, c'est une grande avancée dans le cadre de la rénovation d'un de nos diplômes où on va être sur le diagnostic cutané avec des appareils digitaux. Oui, et là-dessus, en fait, parce que ce qu'il faut voir, c'est que le pendant de la digitalisation, c'est la transparence. Donc là, on parlait des attentes des consommateurs et des étudiants par rapport au développement durable, mais c'est aussi la transparence. Qu'est-ce qu'il y a dans mon produit ? Comment est-ce que fonctionne mon produit ? Et effectivement, donc les entreprises de la cosmétique, on a développé une application qui s'appelle Claire, vous pouvez télécharger, c'est une application gratuite, qui sert aux conseillères de vente. Et c'est tout simple, c'est-à-dire que les conseillères de vente, vous allez dans une parfumerie sélective, vous allez voir une esthéticienne ou un coiffeur, et d'un coup, vous posez des questions au coiffeur sur les ingrédients qu'il y a dedans, et surtout, si vous avez utilisé certaines applications que vous avez scannées, il y en a une qui vous a dit que c'est rouge, une qui vous a dit que c'est vert, une qui vous a dit que c'était orange. Bon, alors vous avez besoin d'un peu d'informations, et nous, sur cette application, on décrypte tous les ingrédients, donc c'est une base de 27 000 ingrédients, où on décrypte tous les ingrédients, et on donne toutes les informations à date, pour permettre à chaque personne de s'outiller sur quel est l'état de la connaissance sur tel ingrédient, pourquoi celui-là on en parle, pourquoi on ne parle, est-ce qu'il est issu d'animaux, est-ce qu'il est issu de végétaux, est-ce qu'il est issu de minéraux. Et c'est typiquement ce genre d'outils, ce savoir-faire qui est vraiment le digital, dont vont avoir besoin toutes les personnes qu'on forme aujourd'hui, parce que c'est des questions que vous posez tous les jours, et la data qui est générée
on a besoin d'outils dans ce genre, d'applications pour pouvoir l'utiliser et la rendre accessible. Je l'ai téléchargée, elle est juste géniale. Merci. Puis je vais l'utiliser pour mes cours aussi avec mes élèves. Non, très intéressante, vraiment parfait. On a beaucoup d'applications au niveau de l'agroalimentaire, mais pas du tout dans l'esthétique. Donc c'est vraiment bien. Voilà. On arrive à la fin de cette table ronde. Je vous remercie infiniment de votre présence. Et puis, en vous souhaitant une fin de soirée, fin de journée très agréable. Merci beaucoup. J'invite les professeurs qui nous écoutent à se rendre au Mondial Coiffure Beauté, si ça les intéresse, à la porte de Versailles, les 4 et 5 septembre. Très bien, merci. Effectivement, l'année dernière, on n'a pas pu y aller, mais cette année, voilà, c'est ouvert. Donc, au mois de septembre, le salon de la coiffure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.